Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents, qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultants, des consultantes, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice de l'univers Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Pour les curieux qui se demanderaient qui est cette voix derrière le micro, eh bien je m'appelle Aurélie Montin, je suis consultante spécialiste du sommeil adulte et auteure du podcast Insomnie hors de mon lit. J'anime Allo fait dodo chaque semaine, avec pour objectif de vous proposer le meilleur de chacune de mes invités, ainsi que les sujets les plus percutants. Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Laura. Bonjour. Laura Philibert, vous êtes chiropracteur. Votre spécialité, c'est les freins restrictifs. Et on parlera aussi des freins restrictifs de langue. Aujourd'hui, on va justement se poser la question de savoir comment savoir si mon enfant a des freins restrictifs buccaux et que faire si c'est le cas. Donc un sujet vraiment très spécifique mais qui concerne quand même beaucoup de parents et dont finalement on en sait peu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de nous parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous, votre parcours et puis qu'est-ce que la chiropraxie au sens large avant d'aller dans la spécialité? Alors, donc moi je suis Laura Philibert, effectivement, je suis chiropracteur à Vienne dans l'Isère. J'ai fait des études de chiropraxie à Paris, j'ai été diplômée en 2015, ça commence à faire quelques années maintenant. Et puis je suis venue m'installer à Vienne où j'ai ouvert un cabinet avec mon mari qui s'appelle Pierre Bastard, qui lui aussi est chiropracteur, mais lui un peu plus spécialisé dans les sportifs. Donc la chiropraxie, ça consiste c'est une thérapie manuelle avec laquelle on va travailler sur tout ce qui est système nerveux, articulation, muscles et ligaments, en grosse partie. L'idée étant de faire en sorte que tout le corps soit le plus détendu possible et éviter tout ce qui est douleur, compensation et troubles associés à tout ça. Donc pour travailler, en fait, on va faire ce qu'on appelle des manipulations ou des ajustements. Alors ce sont des choses qu'on adapte en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc si c'est un adulte, si c'est une personne âgée, si c'est un bébé, c'est-à-dire qu'on peut être amené à faire des cracks au niveau des articulations, mais on s'adapte et très souvent, et même d'ailleurs tout le temps, chez les bébés, c'est pas le but et on n'en vient pas là. Mais on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est musculaire, ligamentaire et articulaire tout doucement parce qu'en fait, un bébé a un système articulaire qui n'est pas développé à 100%. Donc ça, il faut le prendre en compte. En plus de mes études de chiropracteur, je me suis formée après sur tout ce qui est justement freins restrictifs buccaux. Donc, j'ai fait plusieurs formations là-dessus et puis je me renseigne un peu au quotidien. Je lis beaucoup de choses dessus pour pouvoir justement intervenir pour les bébés qui ont ce genre de problématiques et puis aider les bébés et les parents au mieux à gérer ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus alors sur ce que sont les freins restrictifs buccaux? C'est vrai qu'avant d'échanger avec vous, avant de préparer ce podcast, moi je ne connaissais que les freins restrictifs de langue et encore pas depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu quelle est cette problématique en quelques mots?
Alors en fait, les freins restrictifs buccaux, comme leur nom l'indique déjà, sont des restrictions au niveau de la bouche. Donc il existe 7 types de freins buccaux. Donc il y a celui qui est sous la langue, il y en a un qui est au niveau de la lèvre supérieure. Ça peut exister au niveau de la lèvre inférieure, mais c'est quand même très rare. Et ça peut exister aussi au niveau des joues. Et ces freins buccaux, tout le monde en a. Ils sont problématiques quand ils sont restrictifs. C'est-à-dire que un frein, c'est on va dire une petite membrane qui relie, on va partir du principe qu'on parle de la langue, c'est une petite membrane qui relie la langue au plancher de la bouche. Et si cette membrane, elle est trop petite ou trop courte, elle va empêcher la langue de bouger dans tous ses mouvements possibles. Et notamment, ce qui est le plus embêtant, c'est que ça va l'empêcher de monter au palais. Et la langue positionnée au palais, c'est quand même ce qui nous aide à nous poser, à nous concentrer, à faire plein de choses. Donc, si elle n'est pas capable de monter au palais, cette langue, eh ben, ça pose plein de soucis. Donc, les freins buccaux, c'est quelque chose de normal, mais les freins restrictifs buccaux, ça peut être problématique, et dans le quotidien, et dans un allaitement, et plus tard, et toujours. D'accord. Ce sont les problèmes les plus fréquents, du coup, les freins restrictifs de langue, c'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment par rapport aux autres que vous avez évoqués? Alors, oui. Ou c'est ceux qui sont handicapants? Alors, c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que c'est difficile de comparer un enfant. Alors, là, on est sur un podcast où on parle beaucoup d'enfants. On va rester sur le sujet des enfants, mais cette problématique-là, elle peut être retrouvée aussi à l'âge adulte, mais notamment chez les enfants. Les freins restrictifs buccaux au niveau de la langue, surtout, c'est effectivement ce qui va être un peu plus problématique. Après, au niveau de la lèvre supérieure, ça peut être très problématique s'il y a un allaitement avec des grosses douleurs au niveau de la maman et des gros troubles au niveau du bébé. Mais souvent, quand il y a des freins restrictifs au niveau de la lèvre ou des joues, il y a déjà à la base un frein restrictif au niveau de la langue. Donc c'est un peu, on va dire, le point de départ, c'est que s'il y a quelque chose au niveau de la langue, on peut aller chercher ailleurs s'il y a autre chose. Maintenant, les vérités dans la médecine à 100% n'existent pas, mais quand vous avez un frein restrictif au niveau de la lèvre, il y a quand même 99% de chances qu'il y ait un frein restrictif au niveau de la langue aussi. Laura, vous avez évoqué l'allaitement, vous avez évoqué aussi le fait de se concentrer, le fait de se poser, de s'apaiser. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ça? Qu'est-ce que ça implique? Alors, quand on a un ou des freins restrictifs buccaux, en fait, comme je disais tout à l'heure, on entrave les mouvements de la langue ou de la lèvre. Et du coup, s'il y a un allaitement, très souvent, en fait, le bébé va pas utiliser sa langue dans ses capacités totales. Du coup, il va avoir tendance à compenser avec sa mâchoire et à, du coup, un peu pincer le téton de la maman. C'est ce qui peut faire qu'on peut avoir des douleurs, qu'on peut avoir des crevasses ou des problématiques de montée de lait ou de quantité de lait passé un certain temps. Et après, alors toujours pareil, comme les mouvements sont entravés, la langue va avoir du mal à monter jusqu'au palais et le fait physiologiquement que la langue monte au palais et se colle au palais, c'est ce qui va mettre le bébé ou l'enfant ou l'adulte, ce qu'on appelle en mode veille. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que le bébé va pouvoir se détendre, s'endormir et pas être alerte tout le temps.
Donc, du coup, par rapport au sommeil, ça peut jouer, parce que si on a un frein de langue avec une langue qui monte pas au palais, bah, c'est un bébé qui va avoir potentiellement du mal à s'endormir ou qui va se réveiller très fréquemment au moindre bruit, au moindre mouvement. Les bébés qui s'endorment en portage, que vous posez et qui se réveillent dans les 3 minutes qui suivent, ben, très souvent, ça peut être un petit peu lié à ça. Alors après, ça peut poser des problèmes aussi quand on arrive à la diversification alimentaire, parce que normalement, quand on mange, la langue sert à passer ce qu'on appelle le bolus alimentaire de la droite à la gauche pour pouvoir mâcher avant d'avaler. Si la langue a du mal à bouger, bah, elle va avoir du mal à faire ça, et on a des bébés qui se retrouvent à avoir du mal au niveau de la diversification alimentaire, qui vont pas vouloir manger, qui vont pas vouloir certaines textures, des choses comme ça, pour qui ça va vraiment poser problème. Et puis après, pour plus tard, ça peut poser des problématiques d'élocution, donc de prononciation aussi, parce que la langue ne montant pas au palais aussi, et ben, il y a des syllabes qu'on va avoir plus de mal à prononcer. Et dans l'idée, si bébé, ils ont du mal à coller la langue au palais, bah, au fur et à mesure, la langue ne va pas faire son travail au niveau du palais pour le développer correctement. Et on se retrouve plus tard aussi avec des enfants qui ont ce qu'on appelle des palais creux. Donc ça, ben, par rapport à tout ce qui est dentition, ça peut poser problème aussi, parce que qui dit palais creux dit moins de place pour les dents. Donc, on se retrouve avec des enfants à l'adolescence qui doivent porter des appareils dentaires, qui doivent se faire arracher les dents de sagesse, parce qu'il n'y a pas assez de place pour que tout le monde pousse. C'est extrêmement intéressant et c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément, enfin, quand on ne connaît pas, on ne fait pas forcément le lien entre le fait de pouvoir placer sa langue sur le palais et le fait de pouvoir s'apaiser. Et effectivement, le fait de pouvoir manger et articuler correctement. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, à faire le test et à mettre vraiment à placer la langue en bas, en fait, sur la mâchoire, à voir la sensation qu'on peut, dans quel état on se trouve, et tout de suite à placer sa langue sur le palais et à voir la différence. Et parce que c'est quelque chose qu'on peut faire 1001 fois par jour sans jamais y penser. Ouais, et surtout à savoir si on arrive à coller la totalité de la langue sur le palais. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils y arrivent et en fait, ils collent juste le bout de la langue sur le palais. Ils ont juste un tout petit bout, ils disent si c'est bon, j'y arrive. Et en fait, quand on leur demande d'ouvrir la bouche pour regarder, il y a juste le bout de la langue et en fait, le fond de la langue n'arrive pas à monter. Et ça, c'est problématique. Et alors justement, Laura, comment ça se détecte ça? Comment on fait pour savoir si le tout petit a un frein restrictif ou a des freins restrictifs? Alors, pour venir regarder, alors déjà, je l'ai pas encore évoqué, mais notamment au niveau de la langue, il existe plusieurs types de freins restrictifs. Il en existe 4 exactement. Donc, il y a des freins restrictifs de type 1, 2, 3 ou 4. Ces numéros-là, en fait, ça donne une idée du niveau d'insertion de ce frein restrictif. C'est-à-dire qu'on dit que les freins restrictifs de type 1 sont des freins restrictifs antérieurs. Donc ça, en général, on le voit, il y a un petit fil qui arrive jusque sur le bout de la langue et le bébé est incapable de bouger sa langue. Et puis, plus on avance dans les chiffres et plus on recule sur le fond de la langue, je dirais. Alors après, il n'y a pas un type qui est plus problématique que l'autre, parce qu'en réalité, c'est la fonction de la langue qu'on va regarder pour savoir à quel point ce frein restrictif, il est ou non problématique. C'est-à-dire que moi, en cabinet, j'ai déjà vu des enfants ou des bébés avec des freins restrictifs, mais qui n'étaient absolument pas gênés par ce genre de choses. Donc, il faut aussi prendre en compte la capacité du corps à s'adapter à tout ça. Donc, ce qui va faire qu'on parle de frein restrictif, c'est vraiment la fonction de la langue. Et c'est pour ça que pour détecter vraiment la problématique de frein restrictif, c'est important d'aller voir des professionnels qui sont formés à ça. Parce que c'est pas juste en regardant si un bébé peut tirer la langue ou en lui faisant ouvrir la bouche qu'on est capable de savoir ce qui se passe et comment ça se passe.
C'est-à-dire que donc, pour détecter un frein restrictif, déjà, il va y avoir tout un questionnaire par rapport au bébé ou à l'enfant ou à l'adulte pour savoir toutes les problématiques qu'il peut y avoir et qui peuvent être associées à ça. Et en fonction de ces problématiques-là, après, on va évaluer la langue pour savoir, alors la langue, la lèvre, les joues, pour savoir à quel point c'est impacté et à quel point ça bouge ou ça ne bouge pas. Donc, c'est en mettant tout ça en corrélation qu'on peut dire, alors oui, il y a vraiment une problématique, ou alors il y a effectivement un frein restrictif, mais le corps s'en sort bien, à voir si une prise en charge non invasive peut être suffisante avec tout ça. D'accord. Et Alors, les personnes qui sont vraiment aptes à poser un diagnostic de frein restrictif, ça va être des dentistes, des ORL ou des chirurgiens maxillofaciaux. Après, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que si les consultantes en lactation aussi peuvent poser le diagnostic de frein restrictif. Tout ce qui va être profession type orthophoniste, chiropracteur, ostéopathe, nous on peut donner une idée de la problématique, mais on n'est pas habilité à réellement poser un diagnostic. Alors, j'espère que quand je cite les professions, je dis pas de bêtises, mais je sais que moi, en tout cas, en tant que chiropracteur, je donne une piste aux parents. Après, c'est vraiment c'est d'autres professionnels qui vont être vraiment aptes à poser le diagnostic. Il y a une petite et à partir de quel âge le diagnostic peut être posé par ces professionnels-là? La naissance. Dès la Vraiment, naissance. à partir de la naissance, la seule chose, c'est que à la naissance, on n'a du coup pas de recul sur les potentielles problématiques du bébé. C'est-à-dire que si vous le voyez 2 jours après, on ne sait pas si c'est un bébé qui a du reflux, on ne sait pas si c'est un bébé qui dort bien ou pas. Donc, on peut évaluer la fonction de la langue très vite après la naissance. Par contre, on aura moins de recul sur tout ce qui est symptomatologie au quotidien. Maintenant, si vous avez un bébé qui vient de naître avec une maman qui essaye d'allaiter et dès le début c'est la catastrophe, ben ça peut donner déjà des petites indications. Alors justement, Laura, vous anticipez ma prochaine question. C'était quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand est-ce que les parents peuvent justement essayer de creuser de ce côté-là en se disant c'est peut-être ce qui se passe pour mon enfant et je vais aller voir tel ou tel professionnel que vous avez cité juste à l'instant. Par rapport à quoi, pour les tout petits notamment? Pour les tout petits, moi j'aurais tendance à dire qu'aux alentours de 3 semaines, 1 mois déjà, on voit si c'est un bébé qui commence à régurgiter un peu plus, si c'est un bébé qui a du mal à être posé, si c'est un bébé qui fait ce qu'on appelle des micro-siestes, c'est-à-dire qu'il va dormir 10, 15, 20 minutes et puis il va se réveiller et puis du moment où on va le reprendre en écharpe ou en portage, il va se rendormir, mais si on essaye de le poser, il va se réveiller. Il peut y avoir des petits signes d'alerte comme ça. Ça peut être des bébés qui ont ce qu'on appelle des réflexes de Moro qui sont très développés. Le réflexe de Moro, c'est quand vous posez votre bébé, qu'il a comme une frayeur et qu'il ouvre les bras d'un coup. Donc ça, c'est un réflexe qui est normal et qui va s'intégrer un peu plus tard dans la vie du bébé, mais il ne faut pas qu'il soit trop présent tout le temps. C'est-à-dire que dès que vous posez votre bébé, il fait ça, ça peut être problématique. Si vous le posez un peu vite, vous avez retiré la main un peu trop vite de sous les fesses et qu'il a ce réflexe, ça c'est tout à fait normal. Maintenant, si vous posez votre bébé tout doucement, qu'il est endormi et qu'il a ce réflexe-là systématiquement, ça peut être un peu problématique. J'évoquais les reflux, ça aussi, si on voit que ça a tendance à s'accentuer et à revenir un peu systématiquement. J'en oublie, mais qu'est-ce qui... Vous avez évoqué l'allaitement aussi, justement, qui était peut-être difficile à mettre en place. La tétée qui est difficile.
douloureuse? Alors, c'est ça, ça peut être des bébés du coup qui ont comme il y a en fait ce frein restrictif va empêcher la langue de bouger, sauf que la langue, elle a quand même besoin de bouger un peu. Donc, le bébé petit à petit va créer des compensations et donc des petits blocages, des petites tensions. Donc, ça peut être des bébés aussi qui ont du mal à ouvrir la bouche et qui du coup pincent encore plus sur le téton de la maman. Donc, c'est des mamans qui vont être blessées, qui vont avoir mal, qui vont vous dire que l'allaitement, ça fait mal. L'allaitement, c'est pas censé faire mal. Alors, ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place, surtout quand c'est un premier. On ne connaît pas le temps de s'y faire un petit peu, mais il faut pas que ce soit douloureux. Et c'est là où c'est très important pour les mamans allaitantes de se faire accompagner par des consultantes en lactation qui, elles, peuvent déjà donner un peu une piste sur ce genre de choses quand elles sont un peu formées aussi. Et nous, après, en chiropraxie, on va venir aider justement pour toutes ces tensions et essayer de voir si en relâchant les tensions déjà dans un premier temps, on arrive à aider un peu les choses ou s'il y a encore d'autres problématiques derrière. Mmh. Et là, par rapport à un enfant qui grandit justement, sans qu'on se soit rendu compte qu'il pouvait avoir des freins restrictifs buccaux, il grandit, les mois passent, peut-être 1 an, 2 ans. Hem, qu'est-ce qui peut alerter les parents sur le fait que, leur enfant peut avoir, ces problématiques-là, même si on va dire que l'allaitement s'est mis en place ou alors c'est un enfant qui a été, nourri au biberon depuis le début, du coup il n'y a pas eu ces petits signes d'alerte, il n'y a pas forcément eu de reflux ou de choses comme ça? Ou alors ça a été, mis sur, une autre problématique? Hem, on peut détecter finalement ce genre de problématique même à 2 ans, 3 ans, 4 ans? Bien sûr. Alors, on peut les détecter en fait à tous les âges, sans souci. Après, il faut savoir que frein restrictif buccaux, on appelle ça une pathologie, mais on n'en meurt pas. On survit tous avec. Et je parlais tout à l'heure de la capacité du corps à s'adapter. Il y a des gens qui s'adaptent très très bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, si parfois j'ai la curiosité d'aller regarder chez un adulte s'il y a des freins restrictifs, ben parfois je trouve des freins restrictifs alors que bébé ça s'était bien passé, l'alimentation s'était bien passée, il n'y a pas de souci. Et à l'inverse, on retrouve des adultes pour qui on met le doigt sur quelque chose parce que ce sont des adultes qui ont eu une diversification alimentaire très compliquée, qui ont encore des gros troubles alimentaires aujourd'hui, qui ont des phobies alimentaires, des choses comme ça, et on vient mettre le doigt sur quelque chose. Mais ces gens-là, ils ont toujours essayé de s'adapter à leur environnement. Et à l'époque, on mettait pas trop le doigt sur ce genre de choses, mais aujourd'hui, on peut le faire. Donc, on peut encore intervenir. On peut encore diagnostiquer des freins restrictifs à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 10 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, sans problème. Après, il y a des âges qui sont quand même plus ou moins pratiques, on va dire. C'est-à-dire que détecter un frein restrictif sur un enfant de 2 ans, alors on peut les détecter très facilement, ça c'est pas le souci. Par contre, la prise en charge derrière sera pas forcément évidente parce qu'à 2 ans, vous avez un enfant à qui vous expliquez les choses, mais qui est pas forcément capable de tout comprendre et de tout accepter. Donc c'est souvent pour ça aussi qu'on diagnostique et qu'on prend en charge les freins restrictifs chez les bébés, parce que chez les bébés, c'est beaucoup plus facile, ou alors chez les enfants après 4 ou 6 ans. Ça, c'est pareil, ça dépend des enfants. Il y a des enfants à 4 ans qui seront très réceptifs pour faire des petits exercices ou pour se laisser masser par papa et maman. D'autres, il faudra attendre un peu plus tard. Alors justement, on peut peut-être en parler des solutions. Quelles sont les solutions qui existent, pour les parents, si toutefois le diagnostic est posé? Vous avez parlé tout à l'heure que vous justement, en tant que chiropracteur, vous accompagnez les enfants et les familles par rapport à cela. Comment ça se passe? Quelles sont les autres solutions aussi qui existent? Alors, quand il y a un frein restrictif, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, donc c'est une membrane. On part toujours de l'exemple de la langue parce que c'est effectivement ce qu'il y a de plus fréquent, mais il y a une membrane sous la langue qui est
trop courte et qui l'empêche de bouger. Donc, la solution pour qu'il n'y ait plus de frein restrictif, c'est de venir couper cette petite membrane pour libérer la langue. Maintenant, donc ça, c'est une solution qui est chirurgicale, parce qu'on intervient, alors je dis on, ce sont les dentistes, les ORL ou les chirurgiens maxillofaciaux qui sont habilités à faire ce genre d'intervention, et ils interviennent avec un petit instrument pour venir couper cette petite membrane sous la langue, qui est soit un ciseau, soit un laser. Donc après, il existe différents types de lasers. Bon, ça après c'est dans la pratique. Donc ça c'est la seule manière en réalité de venir enlever définitivement un frein restrictif. Maintenant, encore une fois, comme tout à l'heure, on parlait de la capacité d'adaptation du corps. Moi, il y a des bébés que je vois. Souvent, dans un premier temps, j'ai tendance à déjà faire ma séance de chiropraxie pour relâcher une grosse partie des tensions. Et puis après, demander aux parents de faire des petits exercices un peu quotidiennement pour pouvoir essayer de relâcher justement un peu toutes ces tensions. Donc en séance, on regarde ce qu'il y a vraiment comme tension et à quel endroit, et on donne des exercices aux parents qui sont liés justement à ces tensions qu'on a trouvées. Donc ça peut être différents types d'exercices. Parfois, ce sont des exercices de massage au niveau du visage. Ça peut être des exercices dans la bouche du bébé pour venir détendre sous la langue. Et ça peut être aussi des exercices qui sont un peu globaux au niveau du corps, au niveau de la colonne, au niveau du ventre, du bassin, des choses comme ça. Et ça, en général, on a tendance à donner ces petits exercices-là dans un premier temps pour voir comment le bébé réagit, s'il y a des améliorations ou pas. Et en fonction de ce qu'on a, après, on parle d'intervention chirurgicale, ce qu'on appelle des frénectomies, si jamais il y a besoin. Et ça, après, c'est toujours pareil, hein. On donne un avis de professionnel et puis les parents prennent éventuellement d'autres avis ailleurs. Et c'est eux qui décident si oui ou non ils sont prêts à faire ce genre d'intervention. Parce que ça reste, comme on dit, la solution, mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, encore une fois, qui sans intervention et avec des petits massages ou des séances de chiropraxie ou thérapie manuelle de façon générale vont aussi très bien s'en sortir et pas développer d'autres soucis, ou en tout cas, si jamais il y a des petits soucis, des choses qu'on peut prendre en compte petit à petit et traiter petit à petit aussi. À savoir que l'intervention, elle n'est pas anodine parce que c'est quand même une intervention chirurgicale, et que ce qui pose le plus de soucis, alors ça, il y a des avis qui sont un peu partagés, mais en fait, quand on va intervenir chirurgicalement pour couper ce frein restrictif, on va laisser une plaie ouverte dans la bouche. Et si on veut que la langue regagne toutes ses capacités toutes ses fonctionnalités et ses capacités de mouvement, en fait, il faut que la plaie cicatrise d'une certaine manière et qu'elle ne dans le langage courant, on dirait qu'elle ne se recolle pas. Donc, en fait, ça implique aux parents de faire des petits massages assez régulièrement pour être sûr que la cicatrisation se passe bien derrière. Donc, il y a une grosse implication des parents suite à cette frénectomie, et c'est ça qui a tendance aussi à faire un peu peur de temps en temps, ce qui est tout à fait normal. Oui, j'imagine, c'est déjà invasif pour l'enfant, et après, il faut en tant que parent ne pas être frileux par rapport à ça. J'imagine aussi, ça ne doit pas être évident, surtout quand ce sont des tout petits bébés. J'imagine qu'il faut se sentir capable aussi de pouvoir accompagner son enfant justement dans pour après que l'enfant puisse retrouver à la fois l'utilisation, la mobilité de sa langue là notamment, et qu'il ait plus d'effets secondaires, de symptômes derrière. Oui, alors ça, c'est pareil. Enfin, c'est toujours compliqué de dire si vous faites une frénectomie, on est sûr que tous ces soucis s'en iront. C'est encore une fois, hein, on traite des petits bébés qui sont très différents les uns des autres, et si c'était tous des robots et qui réagissaient tous pareil, eh ben ce serait bien, mais ce serait aussi, ce serait toujours la même chose. Là, c'est pas le cas.
Donc, on ne sait jamais comment un enfant ou un bébé va réellement réagir après une frénectomie. Ça dépend aussi énormément des parents parce qu'en fait, un petit bébé, il compte sur vous. Donc, s'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, le bébé va le ressentir aussi. Donc, il peut être un peu stressé, un peu angoissé, un peu tendu. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Une frénectomie, c'est quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire que on n'envoie pas ou peu les parents faire une frénectomie à un bébé, sachant qu'ils n'ont jamais mis le doigt dans la bouche de leur bébé, juste pour voir comment il réagissait. Parce que quand il faut commencer à mettre les doigts dans la bouche du bébé pour étirer un peu la plaie, alors que vous avez jamais mis les doigts dans la bouche de votre bébé, c'est un peu impressionnant quand même, je pense, pour l'avoir fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se discute. Encore une fois, c'est pas parce qu'un professionnel vous dit que il y a des freins restrictifs qu'il faut absolument aller couper ce frein restrictif. On s'appuie sur la symptomatologie de l'enfant, sur la fonctionnalité de la langue. Et j'ai déjà eu la question d'une maman pour un enfant ou pour un bébé qui est venue me voir en me disant je viens pour un deuxième avis, mon enfant a un frein restrictif, qu'est-ce que je fais? Là, la question c'est est-ce que votre enfant il a des problématiques? Est-ce que il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'à l'école il arrive à bien se concentrer? Et si la réponse à toutes ces questions c'est oui, moi j'ai tendance à dire fichez-lui la paix, laissez-le tranquille, il se débrouille très bien, son corps fait très bien les choses, donc il n'y a pas de question, il y a pas notion d'intervenir. Maintenant, si la réponse à toutes ces questions c'est j'ai un enfant qui dort 3 heures par nuit et qui après est incapable d'enchaîner les cycles de sommeil, à l'école c'est très compliqué parce que il n'arrive pas à se concentrer, il mange rien à part des pâtes. Bon, là, il faut qu'on creuse un peu plus les choses, éventuellement. Donc en fait, au niveau des solutions, si je comprends bien, il y a vraiment l'intervention chirurgicale, que vous évoquez, donc la frénectomie. Et sinon, après, il y a tout ce qui va venir supporter finalement les capacités d'adaptation de l'enfant avec les massages, enfin tout ce que l'enfant va pouvoir mettre en place pour contourner un petit peu les difficultés qu'il a avec ses freins restrictifs. Ça va mobiliser, solliciter, j'imagine, donc sa mâchoire, au niveau peut-être aussi des cervicales, tout ce que, grâce au mouvement qu'on va pouvoir faire, au petit massage que vous évoquiez tout à l'heure, on va venir l'aider à faire cette compensation, en fait, et justement à ce que l'adaptation puisse se faire. Et donc, parfois, ça évite l'intervention et c'est tout à fait suffisant pour que l'enfant se sente très bien et puis puisse évoluer comme ça, tout à fait correctement, finalement. Exactement. Et c'est là où ce qui est très intéressant et moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est avoir plusieurs types de professionnels qui entourent ces enfants-là ou ces bébés-là. Alors, quand on dit des professionnels qui les entourent, ça ne veut pas dire que toutes les semaines, vous allez avoir un rendez-vous quelque part. Mais les enfants, alors sur qui on intervient chirurgicalement ou pas, c'est toujours intéressant d'avoir un suivi avec une orthophoniste qui peut, elle, justement, venir donner des exercices, les adapter, venir travailler avec l'enfant ou le bébé un peu régulièrement et donner des conseils aux parents par rapport à la bouche, au fait que les enfants mettent des choses à la bouche ou pas, de comment venir faire travailler le réflexe de préhension, le fait de toucher les choses. Donc ça, les orthophonistes vont être très importants là-dedans. Il peut y avoir les psychomotriciens aussi qui peuvent venir aider à désensibiliser un petit peu les choses quand il y en a besoin. Après, il y a tous les thérapeutes manuels, donc chiropracteurs, ostéopathes, éthiopathes, qui vont aider à venir relâcher un peu les tensions qui peuvent être créées par les freins restrictifs ou par le quotidien des enfants de façon générale, parce que toutes les mamans savent qu'à partir du moment où votre enfant commence à se retourner, il peut taper la tête par terre parce qu'il s'est retourné trop vite. Quand ils essayent de se mettre debout, ils se cassent un peu la figure. Pour peu qu'il y ait une marche qu'on n'ait pas vue, on se casse la figure aussi. Donc, tout ce quotidien-là fait que les thérapeutes manuels ont une place dans le développement de l'enfant.
Et puis après, alors quand ce sont des bébés allaités, toutes les consultantes en lactation, toutes les conseillères en lactation ont un grand rôle à jouer aussi, parce que parfois un bébé on évoquait tout à l'heure le fait d'avoir des crevasses ou d'avoir des douleurs pour la maman quand on allaite. Parfois, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré, mais c'est une mauvaise position du bébé. Donc là où je me méfie un peu en ce moment, c'est que parfois les freins restrictifs, c'est le bon diagnostic sur lequel on met tout sur le dos des freins restrictifs. Mais avant vraiment de prendre une décision sur il y a un frein restrictif, je coupe, je fais ça, il faut être sûr qu'on ait éliminé beaucoup d'autres choses. Et notamment, quand il y a un allaitement douloureux, c'est les bonnes ou les mauvaises positions, c'est à quel moment on donne le sein, dans quelle position pour la maman aussi. Donc, il y a vraiment tout un panel de professionnels qui sont formés autour des freins restrictifs aujourd'hui et qui sont intéressants à consulter aussi pour aider et orienter. Oui, tout n'est pas en lien avec un frein restrictif. Après, c'est vrai que je comprends que la confusion puisse être possible parce que malgré tout, vous avez évoqué des choses qui sont très variées, qui semblent relever de plein de pans différents de la vie d'un enfant, puisqu'on a parlé justement de la concentration, de l'apprentissage de l'école. Vous avez évoqué l'alimentation, on parlait de l'allaitement effectivement pour les plus petits. Le sommeil. On parlait aussi justement je crois que vous avez évoqué le fait le sommeil, voilà, tout à fait, la motricité aussi, et finalement ça a l'air très, très différent, et c'est peut-être assez facile de se dire, finalement, mon enfant, ça doit être un frein restrictif, et en fait, ça couvre tout. Sauf qu'effectivement, il y a plein de pistes à tester avant. Et j'imagine que vous êtes aussi justement là pour le conseil et puis pour dire aux parents, attendez, il y a peut-être creuser cette piste-là, ou on va peut-être chercher de ce côté-là avant de partir dans quelque chose qui serait déjà chirurgical et puis qui serait plus dur pour la famille. Exactement. C'est pareil aujourd'hui, on parle beaucoup des reflux liés aux freins restrictifs. Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des recherches ou des notions d'allergie ou d'intolérance, notamment à la protéine de lait de vache, par exemple, parce que ça aussi, aujourd'hui, on dit reflux égale frein restrictif. Mais en fait, les reflux d'un bébé, alors déjà, vous avez les reflux qui sont physiologiques, c'est-à-dire qu'à la naissance, un bébé a le clapet au niveau de l'estomac qui n'est pas mature, donc un bébé, après manger, à qui vous mettez la tête en bas, forcément, il va régurgiter. Mais donc, il y a ça. Et après, il y a les reflux pathologiques, mais qui peuvent être liés à d'autres problématiques que les freins restrictifs. Mais j'ai beaucoup, aujourd'hui, en cabinet, des bébés où la seule problématique, c'est le reflux. Dans ces cas-là, on va quand même creuser un peu ailleurs. On va regarder au niveau de la bouche, on va regarder au niveau des freins restrictifs si jamais il y a quelque chose, mais on va aussi poser plein d'autres questions pour savoir s'il y a d'autres recherches qui ont été faites. Donc il faut pas que ce soit, entre guillemets, le diagnostic un peu fourre-tout ah bah oui, il y a un frein restrictif, donc ça explique tout. C'est une piste à explorer parmi d'autres. Exactement. Et j'en vois beaucoup au cabinet aussi qui attendent qu'une chose, c'est que je regarde dans la bouche de leur bébé et que je leur dise oui, il y a un frein restrictif, parce que pour elles, ce serait le ticket d'or de c'est bon, j'ai expliqué pourquoi mon bébé a tout ça. Mais j'ai eu des bébés avec beaucoup de symptômes pour qui on regarde dans la bouche et en fait, tout va bien. Donc, il faut aller chercher d'autres choses. Ça existe. Comment ça se passe, Laura, lorsqu'on vient vous voir? Comment ça se passe une consultation avec vous? Est-ce que par exemple, donc là, si le diagnostic est posé, que l'enfant a un ou plusieurs freins restrictifs buccaux, comment ça se passe? On vient vous voir une fois? On vient vous voir plusieurs fois? Il faut que ce soit fait de façon régulière? Est-ce que vous disiez tout à l'heure que vous donniez des petits conseils de massage aux parents? Est-ce que vous pouvez nous en dire
dire un petit peu plus concrètement quand on fait appel à vous, comment ça se passe? Alors, en fait, donc, quand les patients viennent au cabinet, donc déjà, on passe une première partie de consultation où on pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Alors, souvent, j'ai envoyé un questionnaire aux parents avant pour avoir un ordre d'idée déjà de un petit peu comment ça se passe depuis la naissance du bébé. Et puis, quand ils sont au cabinet, on vient approfondir un petit peu toutes ces questions, on vient en poser d'autres pour savoir comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, comment va le bébé depuis qu'il est né, est-ce que y a des problématiques, chose qu'on n'a pas encore évoquée, mais est-ce que c'est un bébé qui prend son pouce ou est-ce que c'est un bébé qui a une tétine? Ça aussi, ça nous évoque des choses par rapport aux freins restrictifs, c'est-à-dire que un bébé qui a du mal à coller sa langue au palais, le fait de mettre son pouce dans la bouche ou d'avoir une tétine, c'est ce qui va faire le lien entre la langue et le palais. Donc, des bébés qui ont énormément besoin de succion et de tétine, ça peut nous faire dire qu'il y a peut-être une langue qui a du mal à aller jusqu'au palais et du coup, ce pouce et cette tétine seraient là pour faire le lien et pour apaiser le bébé. Donc ça fait partie des questions qu'on va poser. Puis une fois qu'on a posé toutes les questions, on va regarder un petit peu comment va le bébé. Donc la plupart du temps, je les fais mettre en body ou en couche. Et puis donc on va regarder s'il y a des blocages, s'il y a des tensions, et on va travailler dessus. Et puis on va regarder au niveau de la bouche comment ça se passe. Pareil, est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a des tensions au niveau de la bouche, de la mâchoire? Et puis on va les regarder sous la langue, on va les regarder sous la lèvre, on va les regarder au niveau des joues pour voir s'il y a des restrictions et des fameux freins restrictifs. Et en fonction de tout ça, donc j'explique toujours aux parents ce que je fais. Parce que quand on a un petit bout de chou dans les mains qui a 3 semaines et qu'on est parent pour la première fois, on aime bien savoir ce qu'on lui fait à ce petit bout de chou. Donc moi, j'ai tendance à expliquer tout ce que je fais et à dire aux parents, si jamais vous avez des questions, il faut les poser. Il ne faut pas rester juste à regarder et à se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? D'autant plus que si les parents sont stressés, le petit bout, il a du mal à se détendre aussi. Donc voilà. Après, si ce sont des bébés allaités et si ce sont des bébés au biberon, alors c'est plus facile quand c'est des bébés allaités, mais je demande aux mamans de les mettre au sein pour voir un petit peu comment ça se passe, notamment pour voir s'il y a des bruits, comment il prend le sein, est-ce qu'il ouvre bien la bouche. Donc ça fait partie des choses que je vais regarder. Pour les bébés au biberon, c'est un peu plus compliqué parce que s'il vient juste de prendre son biberon, je peux pas demander à le remettre sur un biberon pour voir comment ça se passe. Mais par contre, s'il y a besoin d'un biberon dans les 10 minutes qui suivent la consultation, quand les parents ont essayé de prendre l'heure du rendez-vous pile au moment entre 2 biberons, j'essaye de l'avancer un peu pour voir un peu comment ça se passe, savoir s'il met du temps à prendre le biberon, savoir s'il s'en met partout. Voilà, c'est des petites choses qui me donnent des signes supplémentaires pour regarder un peu tout. Et puis en fonction de ce qu'on trouve, on voit si on demande aux parents de faire éventuellement des petits exercices à la maison. J'ai tendance à revoir les bébés après cette première consultation, ne serait-ce que pour voir comment ils ont réagi à la séance et voir, moi, faire un point aussi quelques jours, quelques semaines après pour voir si les tensions que j'ai travaillées, est-ce qu'elles sont revenues? Est-ce que elles se sont apaisées? Est-ce qu'il y a d'autres tensions qui sont venues, qui sont apparues, qu'on appelle là les tensions de compensation, en fait, qu'on ne voyait pas au départ. Mais comme on a enlevé les plus grosses tensions, eh ben, en fait, celles-ci, on peut les voir à ce moment-là. Donc, j'ai tendance à quand même les voir plusieurs fois, ces petits bouts de chou. Et puis après, eh ben, encore une fois, les enfants ne sont pas des robots, donc j'ai pas de protocole à proprement parler. Après, on s'adapte à l'enfant, on s'adapte à ses symptômes, on s'adapte aussi aux parents. Et puis, on voit s'il y a besoin de le revoir rapidement ou pas, s'il y a besoin d'accompagner les parents avec les petits exercices, s'il y a besoin de voir d'autres professionnels pour compléter le travail. Et puis après, en fonction de s'il y a une frénectomie ou pas, on adapte aussi notre travail, c'est-à-dire que s'il y a une frénectomie qui est envisagée, là par contre, il y a un protocole qui est un peu plus strict dans le sens où on va surveiller la cicatrisation et l'évolution des tensions
qui sont liées à tout ça. Donc, on a tendance à voir le bébé un petit peu dans la semaine avant la frénectomie, justement pour essayer de relâcher le plus de tension possible, et entre autres au niveau de la bouche et de la langue, pour que le praticien puisse venir intervenir le plus facilement possible sous la langue. Et puis après, on a des consultations en post-frénectomie pour justement aider à relâcher toutes les compensations et aider le bébé à gérer au mieux tout le suivi et qu'on ne lui ait pas coupé sous la langue et qu'il ait plein de tensions derrière qui finalement l'empêchent quand même de bouger et d'évoluer dans le bon sens par rapport à sa rééducation au niveau de la langue et son apprentissage en fait au niveau de la langue. C'est très intéressant, effectivement. Laura, vous évoquiez tout à l'heure le fait que c'est bien justement d'être entouré de plusieurs professionnels, que vous pouvez aussi réorienter vers d'autres professionnels. J'imagine que certains professionnels aussi peuvent vous envoyer justement des enfants pour un accompagnement par rapport à ça. Avec quel professionnel vous travaillez le plus ? Alors, je travaille beaucoup avec des consultantes en lactation parce que justement, quand il y a des problèmes d'allaitement, des douleurs au niveau de la maman, on vient travailler sur les tensions, sur ce genre de choses. Je travaille avec des pédiatres aussi. Je travaille beaucoup avec des orthophonistes parce que en réalité, pour faire un suivi, notamment au niveau des exercices, pour vraiment que ce soit personnalisé, et si jamais dans les problématiques, il y a ce qu'on appelle des troubles de l'oralité, c'est vraiment eux qui vont être présents pour aider les bébés ou les enfants. Je travaille aussi pas mal avec ce qu'on appelle des praticiens en réflexe archaïque pour aider justement les bébés à intégrer des réflexes qui auraient eu du mal à être intégrés, notamment le réflexe de Moro, comme on évoquait tout à l'heure. Mais il y a aussi plein d'autres réflexes qui, par le biais de tensions trop présentes pendant un certain temps, peuvent avoir eu du mal à être intégrés et du coup compliquer un peu l'évolution de l'enfant. Après, je travaille souvent aussi en collaboration avec des ostéopathes quand les parents viennent de loin pour venir me voir. Quand il y a des ostéopathes ou d'autres professionnels ou d'autres thérapeutes manuels qui sont un peu plus proches de chez eux, on a tendance à travailler aussi main dans la main en disant voilà, on se fait chacun un compte rendu pour savoir un petit peu ce qu'on a trouvé, ce qu'on a travaillé, et puis pour que le bébé soit bien pris en charge, parce que c'est sûr que parfois faire 1h30 de route pour emmener le bébé faire une séance, c'est pas toujours hyper utile à partir du moment où le diagnostic a été posé, où on a parlé de certaines choses. Il y a d'autres thérapeutes manuels aussi qui peuvent venir travailler sans problème. Et puis après, je travaille aussi beaucoup avec les dentistes, les ORL ou les chirurgiens maxillofaciaux qui sont formés en frénectomie quand il y a besoin d'intervenir chirurgicalement et que les parents ont pris la décision d'intervenir. Donc dans les autres professionnels avec qui on est amené à travailler, il y a effectivement les consultantes en sommeil. Quand elles voient que dans leur protocole, en fait, il y a des choses qui pêchent un petit peu, elles peuvent être amenées à évoquer la problématique des freins restrictifs et du coup à nous envoyer des bébés pour faire l'évaluation un petit peu de tout ça. Donc, quand ça pose souci dans les protocoles ou, encore une fois, comme on évoquait par rapport au sommeil, des enfants qui ont du mal à se détacher de la tétine ou du pouce, qui font que ça pourrait expliquer aussi. Et à l'inverse, quand moi je vois que sur des bébés ou sur des enfants, il n'y a pas de problématique de frein restrictif, il n'y a pas de tension plus que la normale, mais qu'il y a des problématiques de sommeil, on peut avoir tendance à référer vers les consultantes en sommeil aussi pour les aider au mieux, et les parents, et les bébés, et les enfants. Mmh. Voilà. D'accord, Laura. Donc oui, je voulais faire une précision aussi. Il existe des sites internet sur lesquels vous pouvez retrouver des annuaires de professionnels formés aux freins restrictifs. Donc il y en a un qui s'appelle Chirobliss,
sur lequel vous allez retrouver en grosse partie des chiropracteurs formés à la détection des freins restrictifs, mais aussi d'autres professionnels qui ont en fait suivi une formation bien particulière. Il y a aussi Caroline Deville de l'Institut Au sein en douceur qui a fait un annuaire qui référence des professionnels qui sont formés à la détection des freins restrictifs. Et puis après, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il y a des pages avec des parents qui échangent par rapport à leurs enfants et qui disent qui ils sont allés voir et qui donnent un peu leur avis aussi sur tel ou tel professionnel pour savoir si vous pouvez y aller en toute confiance ou pas. Voilà. C'est très intéressant. Merci pour la précision, Laura. Effectivement, c'est important de savoir justement quel professionnel est à côté de chez soi pour faire le moins de route. Vous l'évoquiez tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une heure et demie parfois avec des tout petits en bas âge, c'est vraiment très compliqué. Et donc, si on peut avoir des professionnels qui sont référencés juste à côté de chez nous, c'est très très bien. Merci pour cette précision. Laura, où est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez un site internet? Vous êtes présente sur les réseaux? Alors, j'ai un site internet pour le cabinet qui est le www.chiropracteur-vienne.fr. Sur les réseaux sociaux, on me retrouve sur Facebook. Sur Facebook, c'est Laura Philibert et Pierre Bastard, chiropracteur. Et sur Instagram, mon pseudo, c'est LP Chiro, CHIR, et le O est remplacé par un 0, parce que LP Chiro, c'était déjà pris. Où j'essaye de poster des petites choses et souvent, surtout, partager des publications que je trouve intéressantes pour aider au maximum. Voilà. Laura, on arrive à la fin de cet échange. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous nous avez accordé et pour tous les détails que vous nous avez apportés aujourd'hui. C'était vraiment très, très intéressant et je pense que ça a pu éclairer beaucoup de parents, soit qui ne connaissaient pas les freins restrictifs buccaux, soit qui en avaient entendu parler, mais finalement qui voyaient ça de très, très loin, ou alors rassurer des parents justement pour qui ça pouvait être aussi une interrogation. Pour conclure, pour vous connaître un tout petit peu mieux, est-ce que vous pourriez vous me donner vos valeurs en 3 mots? J'y ai pas réfléchi à ça. En 3 mots, les valeurs, l'écoute, la bienveillance et la compréhension. Super. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. Bonne continuation. Et puis, ce fut vraiment un plaisir d'avoir échangé avec vous sur ce sujet bien particulier. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était chouette. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers Fedodo sur fedodo.fr. À très bientôt sur Allo Fedodo et prenez bien soin de vous.